Il la prenait pour une simple femme de ménage. Pourtant, 50 chiens militaires l'avaient reconnue avant qu'aucun humain ne comprenne qui elle était. Le hurlement collectif des chiens d'intervention déchira le silence du matin au Coastal Special Operations K9 Center. 50 gorges lancées à leur défi à l'aube, un fracas brutal qui se répercutait sur l'acier et le béton, montant et retombant comme une mer en furie, une violence sonore capable d'écraser des hommes aguerris. Et pourtant, la petite femme immobile devant le portail principal ne vacilla pas. Le chef-maître Mark Holloway attrapa un balai posé sur le chariot de nettoyage et le jeta violemment au sol. Le manche en bois éclata contre le béton et glissa jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres de ses baskets usées. « Ramasse !» La femme, Evelyn Carter, d'après le mince dossier coincé sous le bras de Holloway, ne scia même pas. Elle devait mesurer à peine 1,60 m, peser une cinquantaine de kilos tout au plus, trempée par l'humidité matinale. Sa veste grise délavée pendait sur des épaules étroites. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval simple, et son regard restait obstinément baissé, comme celui de quelqu'un habitué à éviter les confrontations. Holloway s'avança d'un pas, ses rangers écrasant le manche du balai contre le sol. Derrière lui, la lieutenant Lauren Mitchell décroisa les bras juste assez longtemps pour examiner sa manucure. Un sifflement grave traversa la cour d'entraînement. Ethan Brooks, premier maître, savourait déjà le spectacle. Les 15 conducteurs canins de l'unité s'étaient rassemblés, formant un demi-cercle attentif. Leur distraction du lundi matin venait de commencer. « Je t'ai posé une question. » L'ombre de Holloway couvrit le visage d'Evelyn. « Tu sais ce que tu fais ici ?» Elle hocha la tête une fois, sans un mot. « Nettoyer les chenils, » reprit-il, en détachant chaque syllabe, comme s'il s'adressait à quelqu'un de dur d'oreille. 50 chiens. Tous les jours. Tu comprends ce que ça implique ? Un nouveau hochement de tête minuscule. Lauren Mitchell s'approcha, ses galons brillants sous le soleil de Jacksonville, en Floride. « Marc, je crois qu'elle ne parle pas anglais. On devrait peut-être appeler un traducteur. » Elle pencha la tête, examinant Evelyn comme une saleté collée à sa botte. « Sérieusement, les RH l'ont trouvée où, celle-là ?»« Dans le vivier des contractuels civils, » répondit Holloway sans quitter la nouvelle du regard. « Le fond du panier, apparemment. » Des rires étouffés parcoururent le groupe. Tyler Grant, second maître, sortit son téléphone pour immortaliser la scène sous le meilleur angle. Evelyn se pencha et ramassa le balai. « Bonne fille. » La bouche de Holloway se tordit en une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. « Tu commences par le Sector 1. C'est là qu'on garde nos pensionnaires les plus enthousiastes. » Il désigna une rangée de chenils renforcés où des Malinois belges tournaient derrière le grillage d'acier, leurs yeux ambrés suivant chaque mouvement. Et juste un petit avertissement, le dernier agent d'entretien a perdu 2 doigts à cause d'Axel, le gros tout au bout. Museau noir, il aime jouer. Le regard d'Evelyn glissa vers le Sector 1 une fraction de seconde, puis elle resserra sa prise sur le manche du balai et se mit en marche. Aucune protestation, aucune question, aucune peur visible. Holloway échangea un regard avec Mitchell. 20 $ qu'elle ne tient pas jusqu'au déjeuner. 1 heure, lança Ethan Brooks. Axel déteste tout le monde. À l'écart, adossé au hangar logistique, le maître-sergent Robert McAllister observait la scène, bras croisés. À 53 ans, il travaillait avec des chiens militaires depuis plus longtemps que la plupart des jeunes conducteurs n'avaient vécu. Son visage buriné ne trahissait rien. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Une attention discrète, presque imperceptible. Les aboiements redoublèrent lorsqu'Evelyn atteignit le premier chenil. Un berger allemand massif se jeta contre le grillage, de la bave mousseuse aux commissures des babines. Le vacarme était assourdissant, conçu pour briser les nerfs humains. Evelyn continua d'avancer. 2e chenil, 3e, 4e. À chaque pas, l'agressivité montait d'un cran. Les barrières vibraient sous l'impact des corps puissants, des crocs claquant contre le métal. Puis elle arriva devant Axel. Le Malinois était exactement ce que Holloway avait annoncé. Et pire encore, près de 40 kilos de muscles et de rage, issus d'une lignée remontant au tout premier chien de combat du Special Warfare K9 Unit. Son dossier comptait 3 blessures de conducteur, 2 tentatives d'évasion et un incident classifié à un niveau que peu de personnes savaient même existant.
Axel se projeta contre la porte du chenil dès que l'ombre d'Evelyn entra sur son territoire. Son aboiement était différent, plus grave, plus viscéral, un son chargé d'une violence à peine contenue. Puis, plus rien. Les pattes avant du chien retombèrent au sol. Sa tête massive pencha légèrement sur le côté. Le grondement permanent s'éteignit dans sa gorge, remplacé par quelque chose que personne ici n'avait jamais vu. Le silence. Axel s'assit. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne. Et sa queue, une queue qui n'avait jamais remué pour quiconque en 4 ans de service, balaya lentement le béton. Hésitante, Evelyn s'arrêta à peine une seconde, puis elle reprit sa route vers le local de rangement au bout de l'allée, laissant Axel la suivre du regard avec une expression qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Holloway. Lorraine Mitchell s'approcha du chenil, ses talons claquant sur le sol. Axel bondit aussitôt, crotte découvert, la fureur revenue en un instant. Elle recula précipitamment, manquant de tomber. « Elle doit porter un spray à phéromones », hasarda Ethan, sans réelle conviction. Ou alors Axel ramollit. Robert McAllister ne dit rien. Ses yeux, eux, n'avaient pas quitté Evelyn depuis qu'elle avait ramassé ce balai. Le pli entre ses sourcils s'était creusé, signe d'une curiosité sincère. La matinée s'étira dans une odeur de javel et de déchets animaux. Evelyn progressait dans le secteur 1 avec une efficacité méthodique, nettoyant chaque chenil sans le moindre incident, tandis que les conducteurs observaient à distance. Chaque chien qu'elle approchait se taisait. Chaque grognement mourait avant de naître, comme si elle portait un bouclier invisible que les animaux percevaient instinctivement et que les humains étaient incapables de comprendre. Vers 9h, Tyler Grant commença à s'ennuyer. Il avait reçu l'ordre de suivre la nouvelle agente d'entretien. Regarder quelqu'un nettoyer des chenils n'avait rien d'un grand spectacle. Regarder quelqu'un pelleter des excréments n'avait rien de passionnant. Lorsqu'Evelyn entra dans le dernier chenil du secteur 1 pour nettoyer autour du bac à eau, Tyler Grant comprit que le moment était venu. Le verrou se referma avec un claquement métallique sec, presque satisfaisant. Il s'éloigna en sifflotant, déjà en train de sortir son téléphone pour annoncer la nouvelle sur le groupe de discussion. À l'intérieur du chenil, Evelyn se redressa. Le chien qui occupait l'espace s'appelait Brutus, un berger allemand dont la puissance de morsure avait été mesurée à plus de 400 livres par pouce carré et dont le caractère avait conduit à son retrait définitif des opérations actives. D'après chaque rapport figurant dans son dossier, Brutus était irrécupérable. Il se leva lentement depuis le fond du chenil. Les poils hérissés, les babines retroussées, dévoilant des crocs capables de broyer un os comme du bois sec. Evelyn posa sa brosse. Elle se tourna vers lui, sans précipitation, chacun de ses gestes calculés. Aucune peur sur son visage, aucune panique dans sa respiration. Elle observa le chien comme on observe un vieil ami retrouvé après des années de séparation. Brutus avança. Un pas, puis un autre. Son grondement emplit l'espace clos, profond, vibrant, presque tellurique. Evelyn ne recula pas. Elle ne parla pas. Elle s'abaissa lentement, se faisant plus petite, moins menaçante. Son regard se fixa dans celui du chien, un défi. Dans le langage canin, une affirmation silencieuse. Le berger allemand bondit et s'arrêta net. Son museau n'était plus qu'à quelques centimètres de la gorge d'Evelyn lorsqu'un mécanisme invisible sembla court-circuiter tous ses réflexes appris. Le grondement mourut. La tension quitta son corps massif comme une vague qui se retire. Brutus laissa échapper un souffle rauque, mélange de confusion et de quelque chose de plus ancien. Puis, il s'affaissa sur le ventre et posa la tête sur le genou d'Evelyn. À 3 mètres de là, dissimulée derrière un rack de matériel, Anna Lewis porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. La technicienne vétérinaire venait administrer les compléments hebdomadaires de Brutus lorsqu'elle avait aperçu Tyler verrouiller le chenil avec quelqu'un à l'intérieur. Le temps de trouver les clés d'urgence, elle s'attendait à découvrir un massacre. À la place, elle assista à un miracle. « Comment avez-vous fait ?» murmura-t-elle. « Il n'a laissé personne l'approcher depuis 3 ans. » Evelyn leva les yeux, impassible. « Il n'est pas en colère, dit-elle simplement. Il a peur. Ce n'est pas la même chose. » Elle se releva avec fluidité, gratta brièvement Brutus derrière l'oreille, puis récupéra son matériel de nettoyage. Le chien la suivit du regard avec une intelligence troublante, sa queue frappant le béton dans un rythme lent.
presque ancestrale. Hannah se précipita vers la porte du chenil. « Je devrais signaler ce qui s'est passé. Tyler ne peut pas juste... S'il vous plaît. Non. » Les deux mots stoppèrent Hannah net. Non par leur volume, Evelyn avait parlé à peine plus fort qu'un souffle, mais par ce qu'il contenait. Une fatigue profonde, sans rapport avec le travail physique, une lassitude née de combats, livrée bien loin de ce centre d'entraînement. « Je suis juste ici pour faire mon travail, » ajouta Evelyn en se dirigeant déjà vers le bloc suivant. Rien de plus. Hannah la regarda s'éloigner, les questions se multipliant à chaque pas. Des questions dont elle pressentait qu'aucune n'aurait de réponse simple. À 11h32 précise, le commandant Thomas Caldwell reçut le rapport d'incident de la matinée. Il le lut 2 fois, puis convoqua Mark Holloway dans son bureau par un message laconique. « Montez. Maintenant. » Le bureau du commandant occupait le 2e étage du bâtiment administratif, avec vue sur le terrain principal où les conducteurs faisaient franchir des parcours d'obstacles à leurs chiens. Caldwell se tenait face à la fenêtre lorsque Holloway entra. « Expliquez-moi, » dit-il sans se retourner. « Pourquoi une contractuelle civile, sans formation en cynotechnie, sans autorisation de sécurité autre que basique, s'est-elle retrouvée enfermée dans un chenil avec un chien classé en réhabilitation comportementale ?» La mâchoire de Holloway se crispa. « Mon commandant, je n'étais pas au courant. » Vous n'étiez pas au courant que le second maître Grant a transformé le premier jour de travail d'une femme en rituel de bizutage? Ou vous pensiez simplement que je ne l'apprendrais pas? Caldwell se tourna enfin. Ses yeux gris étaient glaciaux. Cet incident est un risque juridique, une faute grave et surtout une distraction par rapport à la mission de ce centre. Il se dirigea vers son bureau et saisit un dossier mince. Evelyn Carter a postulé via le circuit civil standard. Référence vérifiée. Emploi de nettoyage antérieur, rien de notable. Les RH l'ont validé il y a 3 jours. Avec tout le respect que je vous dois, sœur, il y a quelque chose qui cloche chez elle. « Les chiens ?» demanda Caldwell. « Qu'ont-ils fait ?» Holloway hésita. Mettre ses soupçons en mots lui donnait l'impression de croire aux fantômes. « Ils réagissent tous à elle, tous, même Axel, même Brutus. Ce n'est pas... normal. » Caldwell étudia le dossier. « Avez-vous envisagé qu'elle ait simplement une expérience avec les animaux qu'elle n'a pas mentionnée ?»« J'ai envisagé beaucoup de possibilités, sœur. Envisagez celle-ci. » Il referma le dossier d'un geste sec. « Elle a eu une période d'essai d'1 semaine. Si elle pose problème, le contrat est rompu. Sinon, on la laisse tranquille et on se concentre sur l'évaluation du commandement de défense prévu prochainement. C'est clair ? » « Parfaitement, sœur. » Holloway quitta le bureau les épaules tendues, l'esprit en ébullition. Cette femme ne collait pas. Sa façon de se déplacer, sa posture, l'absence totale de peur là où n'importe qui d'autre aurait paniqué. Il avait déjà vu ce calme-là, chez des opérateurs revenant de missions dont ils ne parlaient jamais, chez des vétérans ayant laissé des morceaux d'eux-mêmes dans des endroits absents de toute carte, mais c'était absurde. Ce n'était qu'une femme de ménage. Personne, n'est-ce pas ? Le 2e jour se leva sous un ciel gris et mordant. Une perturbation venue de l'Atlantique transformait le centre d'entraînement en couloir de vent glacial. Evelyn arriva à 6h00, bien avant que les conducteurs aient terminé leur premier café. Elle était à mi-chemin du secteur 2 lorsqu'elle repéra le chien blessé. Wolf, un malinois belge de 3 ans, 2 déploiements à l'étranger, une réputation d'agressivité parfaitement maîtrisée, et une patte avant droite ensanglantée. Il ménageait clairement sa patte avant droite, un mince filet de sang tachait le béton sous son coussinet. Evelyn posa son balai et s'agenouilla près de la porte du chenil. Wolf l'observait avec méfiance. Cette suspicion instinctive, propre aux chiens de travail, luttant contre autre chose. Une intuition diffuse, presque contradictoire, qui lui soufflait que cette humaine n'était pas comme les autres. « Doucement », murmura-t-elle, sa voix à peine perceptible dans le vent. « Laisse-moi voir. » Pendant les heures de nettoyage, les chenils n'étaient pas verrouillés. Evelyn ouvrit la porte avec lenteur, laissant au chien tout le loisir de protester s'il le souhaitait. Il n'en fit rien. Au contraire, Wolf s'avança en boitant et présenta sa patte blessée avec une docilité troublante, comme un patient entrant dans un cabinet médical. La plaie était profonde, une entaille franche, sans doute causée par un bord métallique mal ébarbé durant l'entraînement. Sans soin,
L'infection n'aurait été qu'une question de jours. Evelyn examina la blessure avec des doigts sûrs, précis, palpant les contours pendant que Wolf gémissait faiblement. De la poche intérieure de sa veste, elle sortit une petite trousse de premiers secours. Du matériel civil standard, banal en apparence. Mais la manière dont elle nettoya la plaie, comprima pour stopper le saignement, puis posa une gaze stérile avant de bander la patte n'avait rien d'ordinaire. Ses mains bougeaient avec une mémoire musculaire évidente, celle de quelqu'un qui avait répété ses gestes des centaines, peut-être des milliers de fois. Un pansement de terrain, impeccable, digne d'un manuel de médecine opérationnelle. Hannah Lewis arriva avec les compléments alimentaires du matin et s'immobilisa net. Devant elle, une petite femme, un grand chien et un bandage parfait, le genre de travail qui aurait fait hocher la tête à n'importe quel infirmier de combat. « Où avez-vous appris à faire ça ?» demanda-t-elle sans réfléchir. Evelyn ne leva pas les yeux en fixant la dernière bande. Sur YouTube. Ce n'est pas un pansement YouTube. Alors c'était une bonne vidéo. Evelyn se releva, rassembla ses affaires et se dirigea vers le chenil suivant. Il faut qu'un vétérinaire le revoie. La plaie est profonde, mais propre. Hannah resta figée, regardant le bandage, puis Wolf, déjà couché confortablement, la patte étendue, plus détendue qu'elle ne l'avait jamais vue. Puis elle suivit des yeux la silhouette qui s'éloignait, celle d'une femme censée ne rien connaître aux animaux. « Attendez !» appela-t-elle. « Dites-moi au moins votre nom, votre vrai nom. » Evelyn s'arrêta sur le seuil. Un instant, quelque chose passa sur son visage, l'ombre d'un sourire, ou peut-être simplement un jeu de lumière sous le ciel gris. « Evelyn, ça ira très bien. » Et elle disparut avant qu'Hannah ne puisse poser une autre question. L'exercice de l'après-midi devait être routinier. Une évaluation trimestrielle des binômes maître-chien destinés à vérifier leur niveau opérationnel. Lorraine Mitchell supervisait les manœuvres, ce qui signifiait que tout devait être parfaitement réglé et présentable pour les rapports officiels. Le scénario était simple, simulation d'engagement hostile dans le décor de combat urbain installé à l'est du centre, des bâtiments de 2 étages en contreplaqué et béton, des rues conçues pour évoquer une architecture moyen-orientale, des silhouettes cibles programmées pour surgir et s'effondrer à la demande. Ethan Brooks ouvrait la progression avec Onyx, un berger allemand qu'il conduisait depuis 18 mois. Leur mission, sécuriser le premier bâtiment, localiser le mannequin otage au 2e étage et signaler la zone comme dégagée. Une formalité pour une équipe K9 expérimentée. Ce que personne n'avait prévu, c'était la défaillance pyrotechnique. Les grenades assourdissantes d'entraînement devaient produire lumière et bruit sans réelle charge explosive. De simples outils pédagogiques. Mais quelque part, dans la chaîne de maintenance, une erreur s'était glissée. L'un des dispositifs contenait une charge incorrecte. Il explosa à moins de 2 mètres d'Ethan. L'onde de choc le projeta en arrière. Désorienté, sourd pour quelques secondes interminables, son oreille interne complètement déséquilibrée. L'entraînement d'Onyx tint à peine. Le chien se figea, attendant des ordres qui ne venaient pas, les oreilles de son maître saturées par le sifflement aigu de la déflagration. Ce qui suivit alimenterait les discussions pendant des semaines. À cet instant, Evelyn nettoyait les vitres du 2e étage du Command Hall. Elle avait une vue directe sur le décor d'entraînement. Lorsque l'explosion fendit l'air, elle n'hésita pas. Avant même que quiconque ait pleinement compris ce qui se passait, elle était déjà en mouvement. Pas en courant, ce serait allé trop vite, trop visible, mais glissant à travers le centre avec une fluidité et une vitesse qui semblaient incompatibles avec son gabarit. Elle atteignit le périmètre du site en moins de 30 secondes, se faufilant entre les barrières de sécurité pendant que les agents tâtonnaient encore pour attraper leur radio. À l'intérieur du bâtiment, Ethan tentait de se relever. Un filet de sang coulait de son oreille gauche. L'équilibre lui manquait. Onyx tournait autour de lui, haletant, déchiré entre la protection de son conducteur et les paramètres de mission ancrés dans son dressage. Evelyn apparut dans l'embrasure de la porte, silencieuse comme une ombre. « Ne bougez pas », dit-elle d'une voix étonnamment nette, perçant le bourdonnement dans la tête d'Ethan. « Vous êtes commotionné. Si vous bougez, ça va empirer. » Comment... Votre chien est désorienté. Il a besoin d'un ordre clair, sinon il passera en mode protection. Elle s'accroupit près de lui, vérifia son pouls, ses pupilles, sa réactivité. Donnez le signal de relâchement.
La main d'Ethan se leva presque malgré lui, formant le geste répété des milliers de fois à l'entraînement. Onyx s'assit aussitôt, la langue pendante, l'anxiété quittant progressivement son corps. « Bien. » Evelyn se redressa. « L'équipe médicale arrive dans 90 secondes. Ça ira. » Elle était déjà partie avant qu'il puisse demander son nom, avant qu'il puisse se demander comment une agente d'entretien connaissait l'évaluation des commotions ou les protocoles de commandement canin. Avant même de réaliser que, durant ces quelques secondes, ses mains avaient bougé avec l'assurance de quelqu'un habitué aux blessures de combat. Sur la civière, pendant que les médecins l'évacuaient, Ethan repassa la scène en boucle. Sa voix, la certitude dans son regard, l'absence totale de panique, là où n'importe quel civil aurait fui l'explosion au lieu de courir vers elle. Il ne partagea ses soupçons avec personne. Pas encore. Pas encore. Mais lorsqu'il sortit de l'infirmerie avec un certificat médical impeccable, la première chose que fit Ethan Brooks fut de chercher Mark Holloway. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement. À propos de la femme de ménage. Le soir tomba sur le centre comme une couverture lourde, une obscurité épaisse, presque ouatée, qui semblait avaler les sons. La plupart des conducteurs étaient rentrés chez eux ou avaient regagné les baraquements. Les chiens avaient été nourris, apaisés, installés pour la nuit. Seules les patrouilles de sécurité sillonnaient encore le site, leurs pas résonnant sur le béton et l'acier. Evelyn nettoyait le bâtiment principal d'entraînement lorsque Tyler Grant la trouva. « Hé !» Il bloquait l'encadrement de la porte, bras croisés, arborant le même sourire narquois que le premier matin. « J'ai entendu dire que tu avais joué les héroïnes aujourd'hui, courir vers une explosion, faire le médecin avec Brooks. » Evelyn continua de passer la serpillière sans lever les yeux. « J'étais à proximité. N'importe qui aurait aidé. » Justement. Tyler fit un pas en avant. N'importe qui n'aurait pas su quoi faire. N'importe qui ne se serait pas déplacé comme toi. Le va-et-vient régulier de la serpillière s'interrompit. Evelyn releva la tête. Pour la première fois, Tyler vit quelque chose dans son regard qui fissura sa confiance, quelque chose d'ancien, de las, et totalement dépourvu de patience. « Qu'est-ce que tu veux, second maître ? Je veux savoir qui tu es vraiment. Je suis l'agente d'entretien. Tu l'as très bien établi hier quand tu m'as enfermé avec Brutus. » La mâchoire de Tyler se crispa. C'était juste du bizutage. « Je sais. » Elle reprit son nettoyage. « Tu ne devrais pas plutôt te préparer pour l'évaluation de demain ? Il paraît que l'équipe du Defense Command Headquarters est très pointilleuse sur le protocole. Comment le savait-elle ? Cette information n'avait jamais été communiquée aux contractuels civils. Les yeux de Tyler se plissèrent. Mais avant qu'il puisse poser la moindre question, les lumières vacillèrent. Une sirène éventra la nuit. L'alarme du complexe, 3 impulsions brèves suivies d'un signal prolongé, se répercuta contre chaque bâtiment. Intrusion périmétrique. East Security Line. L'entraînement de Tyler prit le dessus. Il partit en courant vers l'armurerie, Evelyn déjà effacée de son esprit dans le déluge soudain de bottes martelant le sol, d'aboiements furieux et de radios saturées d'ordres urgents. En quelques minutes, le centre se transforma en tempête parfaitement orchestrée. Les conducteurs récupérèrent leurs chiens. Les équipes de sécurité convergèrent vers le point de rupture. Les projecteurs s'allumèrent, transformant la nuit en un jour artificiel et brutal. Depuis la salle de contrôle tactique, Thomas Caldwell coordonnait l'opération, sa voix calme, malgré la tension électrique qui vibrait sur chaque canal. « Je veux des yeux sur tout le périmètre Est. Maintenant. Qui a déclenché le capteur ?» Les réponses affluèrent, confuses, contradictoires. Mouvement détecté. Aucune confirmation visuelle. Les caméras thermiques ne montraient rien. Soit il s'agissait d'un dysfonctionnement, soit de quelque chose capable de se déplacer sans signature thermique. Pendant que les équipes inspectèrent la clôture, personne ne remarqua Evelyn Carter, seule à l'extrémité du secteur 1. Son regard suivait l'obscurité au-delà du halo des projecteurs. Sa posture changea subtilement, quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec une femme de ménage. Elle glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit objet, une pièce commémorative, lisse, polie par des années de manipulation. Son motif était invisible dans la pénombre, mais son pouce en suivait les contours avec une précision presque rituelle, comme une prière muette. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la pièce disparut dans sa poche. Evelyn reprit son seau et sa serpillière
et se dirigea vers le local de rangement. Une silhouette banale parmi les ombres, pendant que d'autres répondaient à une menace qu'elle n'était pas censée comprendre. Au matin, l'incident du périmètre fut officiellement classé comme un défaut de capteur. Mais les chiens savaient. Durant ces 37 minutes, chaque chien du secteur 1 était resté silencieux. Pas le silence agressif de la traque, mais l'immobilité vigilante de la reconnaissance, comme s'ils attendaient, observaient, protégèrent quelque chose que nul humain n'avait songé à identifier. Le 3e jour apporta des nuages si bas qu'on aurait pu les toucher, et avec eux la détermination renouvelée de la lieutenant Lauren Mitchell de remettre la femme de ménage à sa place. « Holloway m'a dit que vous aviez de l'expérience avec les animaux », déclara-t-elle en interceptant Evelyn sur le chemin du local de stockage. 2 jeunes conducteurs encadraient la lieutenante, leur visage mêlant curiosité et anticipation. Étrange détail à oublier sur un dossier de candidature. Evelyn garda les yeux baissés. « J'ai eu des animaux. Rien de professionnel. »« Des animaux ?» ricana Lauren d'un rire sec, sans chaleur. « C'est comme ça que vous appelez le bandage de Wolf ? Ou la façon dont vous avez géré le conducteur d'Onyx pendant l'explosion d'hier ? J'essayais d'aider. » « Aider ?» Le mot dégoulinait de mépris. « Vous êtes contractuel de nettoyage, Carter. Votre travail, c'est de nettoyer. Laissez l'héroïsme à ceux qui savent ce qu'ils font. » Evelyn hocha la tête, un geste minuscule, docile. Aux yeux de n'importe quel observateur, elle acceptait simplement sa place dans la hiérarchie. Mais Robert McAllister, qui observait depuis l'ombre du hangar logistique, vit tout autre chose. Il remarqua l'infime ajustement de sa posture lorsque Lauren s'approcha trop près. Le déplacement discret de son poids vers l'avant des pieds, l'immobilité absolue d'un corps prêt à se libérer d'un instant à l'autre. Il avait déjà vu cette posture, dans un miroir 30 ans plus tôt, avant sa première mission, avant de comprendre ce que signifiait porter des poids invisibles qu'aucun civil ne pourrait jamais concevoir. La démonstration d'entraînement de l'après-midi avait été conçue pour impressionner une délégation de collaborateurs parlementaires en visite. Mark Holloway la préparait depuis des semaines, coordonnant chaque détail avec les relations publiques pour garantir une image irréprochable. La présentation débuta par des exercices d'obéissance de base. Les chiens répondaient aux ordres verbaux et gestuels avec une précision mécanique. Puis vinrent les parcours d'obstacles, les scénarios de protection et enfin la phase paix vers résistance. Un assaut simulé démontrant la valeur tactique des chiens militaires dans les opérations modernes. Les visiteurs étaient installés sous une tribune couverte, café à la main, hochant la tête au moment opportun pendant que leurs assistants prenaient des notes. Thomas Caldwell commentait avec l'aisance de quelqu'un habitué à briefer des décideurs politiques. Tout se déroulait exactement comme prévu, jusqu'à ce qu'Ethan Brooks fasse entrer Onyx pour la démonstration de détection. Le scénario était simple. Retrouver un engin explosif factice, un dispositif d'entraînement imprégné de composés spécifiques dissimulés dans un bâtiment. Un exercice répété des dizaines de fois, Onyx trouverait la cible, alerterait son conducteur, et tout le monde applaudirait le miracle du flair canin. Onyx localisa la cible en moins de 40 secondes, mais au lieu de revenir vers Ethan, le chien tourna brusquement la tête vers une silhouette immobile à l'arrière du public. Evelyn. Le berger allemand émit un bref gémissement, puis rompit le contact avec son conducteur et s'avança d'un trot décidé vers la femme de ménage qui se trouvait, on ne savait trop comment, à proximité immédiate d'une démonstration de haut niveau. Onyx au pied. L'ordre d'Ethan fendit le silence stupéfait. Le chien l'ignora. Onyx s'arrêta devant Evelyn et s'assit. Sa queue remuait doucement. Son regard ne la quittait pas. Puis, avec la précision méticuleuse d'un chien entraîné à détecter des signatures chimiques spécifiques, il pressa son museau contre la poche de sa veste. La poche où Evelyn avait glissé la pièce la veille au soir. La poche qui conservait manifestement une trace que le flair sophistiqué d'Onyx savait reconnaître. Lauren Mitchell fut la première à réagir. « Eh bien, voilà qui est embarrassant. Il semblerait que notre chien détecteur ait développé une affection pour les produits ménagers. » Quelques rires nerveux se dispersèrent parmi les collaborateurs parlementaires. Ethan se hâta de rejoindre Onyx, le visage rouge de honte, et tira doucement le chien en arrière. Thomas Caldwell intervint aussitôt,
avec le calme maîtrisé d'un homme rompu aux situations délicates, expliquant combien l'odorat canin pouvait être sensible aux effluves inhabituels. Mais Robert McAllister ne regardait ni les visiteurs, ni le conducteur humilié, ni même le chien. Il observait la main d'Evelyn. Juste un instant, si bref qu'on aurait pu croire à une illusion, ses doigts s'étaient refermés sur la poche de sa veste. Un geste instinctif, protecteur. Qu'y avait-elle là-dedans pour qu'un chien militaire de détection y réagisse ainsi? Et surtout, pourquoi l'avait-elle? Les retombées de l'incident furent contenues, mais lourdes de conséquences. Après le départ de la délégation, Mark Holloway prit Evelyn à part. Sa voix était basse, tranchante. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, dit-il, mais ça s'arrête maintenant. Je ne joue à rien. Les chiens vous suivent comme des chiots perdus. Vous apparaissez au milieu d'explosions. Et maintenant, un chien de détection vous désigne en pleine démonstration officielle. » Son doigt se planta devant sa poitrine, à quelques centimètres à peine. « Vous allez me dire la vérité, ou je fais intervenir la sécurité pour vous faire sortir d'ici définitivement. » Evelyn soutint son regard pour la première fois depuis son arrivée. L'échange dura peut-être 3 secondes pendant lesquelles quelque chose changea entre eux. Holloway avait bâti sa carrière sur la lecture des êtres humains. Langage corporel, micro-expression, ces 1000 signaux imperceptibles qui distinguent un allié d'une menace, un prédateur d'une proie. Ce qu'il vit dans les yeux d'Evelyn n'entrait dans aucune catégorie connue, ni peur, ni défi, ni le calcul paniqué de quelqu'un pris en flagrant délit. Ce qu'il vit, c'était de la patience. Une patience infinie, inébranlable, celle de quelqu'un qui avait affronté bien pire qu'un second maître en posture d'intimidation et qui en était sorti intact. « Je suis ici pour nettoyer des chenilles, » dit-elle calmement. « C'est la seule chose dont je suis prête à parler. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Et, sans savoir pourquoi, Mark Holloway la laissa partir. Cette nuit-là, il passa des appels. Le Chief Warrant Officer, Nathan Cole, était l'officier de liaison renseignement du centre, chargé des vérifications de sécurité. Lorsque Holloway demanda une enquête approfondie sur Evelyn Carter, Cole haussa un sourcil, mais posa aucune question. La première recherche donna exactement ce qu'annonçait le dossier. Emploi antérieur dans des sociétés de nettoyage, adresse résidentielle à Norfolk, historique de crédit banal, numéro de sécurité sociale valide, déclaration fiscale en règle, puis Cole tenta d'accéder à la base de données fédérale. C'est étrange. Il fronça les sourcils devant son écran, ses doigts filant sur le clavier. « Quoi ?» demanda Holloway en se penchant. « Son dossier. Il est verrouillé. Nouvelle tentative. Nouvel échec. » « Attendez, je vais essayer autrement. D'autres codes, d'autres accès. » L'écran clignota 2 fois, puis afficha un message que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vu. « Accès refusé. Classification niveau 5. Toute tentative supplémentaire sera enregistrée et signalée. Contactez la division opération spéciale du DIA. » Cole s'adossa lentement à son siège. Niveau 5, ce n'est pas censé exister pour une civile. « Ça veut dire quoi ?» demanda Holloway. « Que son vrai dossier existe quelque part, mais hors de ma portée. Que quelqu'un avec beaucoup de galons a décidé que ces informations étaient trop sensibles pour les bases militaires standards. » Cole leva les yeux vers lui. « Ça veut dire qu'elle est soit une espionne, soit exactement l'inverse. Vous allez devoir être plus clair. Le niveau 5 est réservé au personnel actif des forces spéciales et à leur couverture. Du très profond. Des gens qui n'existent pas sur le papier parce que leur existence même mettrait la sécurité nationale en danger. » Holloway fixa le message d'erreur clignotant. « Une femme de ménage, murmura-t-il. On harcèle une femme de ménage depuis 3 jours. »« Peut-être, » répondit Cole, les doigts suspendus au-dessus du clavier. « Ou peut-être qu'on harcèle quelqu'un qui a choisi de devenir femme de ménage. Grosse différence. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un avec une autorisation de niveau 5, un accès à des ressources et à des postes que la plupart des gens ne connaissent qu'à travers des romans, choisirait-il de récurer des chenilles dans un centre K9 ? À moins que ce centre ne possède quelque chose qu'elle cherche, à moins que ces 50 chiens militaires ne soient pas de simples animaux pour elle, à moins qu'ils ne soient autre chose. Le 4e matin arriva avec un appel qui changea tout. Les requêtes de Nathan Cole avaient
déclencher des alertes automatiques dans la chaîne de commandement. À 8 heures précises, Thomas Caldwell se trouvait sur une ligne sécurisée avec un interlocuteur du Defense Command Headquarters, dont la voix tranchante débitait les formules sèches des briefings classifiés. La conversation dura 11 minutes. Lorsqu'elle prit fin, Caldwell resta immobile derrière son bureau. De longues secondes, les yeux fixés sur le terrain d'entraînement visible par la fenêtre. Sur la femme à la veste grise délavée, poussant son chariot de nettoyage vers le secteur 1 comme elle le faisait chaque matin. Il saisit son téléphone et composa l'extension de Holloway. « L'enquête sur Carter s'arrête immédiatement, » dit-il sans préambule. « Mon commandant, on a trouvé quelque chose. Son dossier est... Je sais exactement ce qu'il est, et je sais ce qu'il arrive à ceux qui creusent là où ils n'auraient jamais dû. » Un silence. « Laissez-la tranquille, chef. Quoi qu'elle fasse ici, ça dépasse largement notre niveau de responsabilité. Avec tout le respect que je vous dois, sœur, j'ai une obligation envers ce centre. Votre responsabilité, c'est de préparer l'évaluation de demain. Rien d'autre. Est-ce clair ? » La communication se coupa avant que Mark Holloway puisse protester. Il resta immobile dans son bureau, le téléphone encore collé à l'oreille, le visage tiraillé entre incompréhension et frustration. Puis son regard dériva vers la fenêtre. Dehors, Evelyn Carter s'était arrêtée. Elle était agenouillée près du chenil d'Axel, une main posée à plat contre le grillage métallique. De l'autre côté, le Malinois belge, redouté dans tout le centre, était collé à la barrière, le museau pressé contre sa paume à travers le treillis d'acier. Aucun des deux ne bougeait. Vu de loin, la scène ressemblait presque à des retrouvailles, à un retour à la maison. L'évaluation annuelle du Defense Command Headquarters arriva avec la discrétion d'un défilé militaire. À 9 heures précises, 3 SUV noirs franchirent le portail principal. Ils déposèrent une délégation composée de 2 colonels, d'un capitaine de la marine, d'un analyste civil et, à la surprise générale, d'un amiral 3 étoiles dont la venue n'avait pas été annoncée. L'amiral Jonathan Reed posa le pied sur le tarmac avec l'assurance mesurée d'un homme ayant passé 40 ans à gravir les échelons des opérations spéciales navales. Sa poitrine était couverte de décorations. Ses yeux bleu pâle, perçants, balayèrent le personnel rassemblé comme des viseurs en mode acquisition. « Quel accueil !» commenta-t-il à l'adresse de Thomas Caldwell. « Je ne me souviens pas avoir demandé une parade. »« Sœur, nous ne vous attendions pas. » Justement. L'attention de l'amiral s'était déjà déplacée ailleurs, enregistrant détails et impressions. « Je préfère voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on me les présente. » Le sergent-chef Daniel Moore descendit du 3e véhicule. Officier de liaison des Marines, sa présence seule indiquait que cette inspection dépassait largement le cadre habituel. Il tenait une tablette et affichait l'expression d'un homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs. Les démonstrations prévues s'enchaînèrent avec la précision d'une mécanique suisse. Parcours d'obstacles validé, scénario de détection exécuté. Obéissance de base irréprochable. Depuis la tribune, Caldwell commentait avec l'aisance d'un officier habitué à briefer des décideurs, tandis que les conducteurs exécutaient chaque manœuvre avec l'attention de ceux qui savaient que leur avenir professionnel se jouait sur chaque détail. Tout se déroulait parfaitement, jusqu'à la démonstration de chiens d'attaque. Holloway supervisait l'exercice, une simulation d'engagement hostile au cours de laquelle Axel devait poursuivre et neutraliser un volontaire équipé de protection. Le scénario avait été répété jusqu'à l'obsession. Chaque variable anticipée, chaque issue planifiée. Toutes, sauf celle qui se produisit. Le volontaire était un jeune enseigne nommé Peters, choisi parce qu'il courait vite et savait encaisser la chute quand près de 40 kilos de malinois lui sautaient dessus. Il se plaça à l'extrémité du terrain, leva le bras rembourré servant de cible et attendit. Holloway donna l'ordre d'attaque. Axel s'élança comme un projectile, avalant la distance avec une vitesse terrifiante. Peters se prépara à l'impact, le projectile vers l'avant. Puis Axel dévia. Pas vers Peters, pas vers la cible désignée. Le malinois changea de trajectoire en pleine course, ses pattes puissantes martelant le sol alors qu'il accélérait vers la zone des spectateurs, vers la femme de ménage, immobile en bordure de foule, son seau et sa serpillière à la main. Axel, arrêt. IR élevé, stop.
Les ordres de Holloway ricochèrent sur le chien comme la pluie sur une armure. Axel n'avait jamais désobéi en 4 années de service, jamais rompu une poursuite une fois lancée, jamais montré la moindre faille dans son conditionnement, jusqu'à maintenant. Le chien atteignit Evelyn à pleine vitesse et fit quelque chose qui fit douter de leur santé mentale tous les conducteurs présents. Il s'arrêta, s'assit, appuya sa tête massive contre sa jambe et gémit. Le son qui s'échappa de sa gorge n'avait rien à voir avec les aboiements agressifs entendus 1000 fois auparavant. C'était le sanglot d'un enfant retrouvant un parent perdu, un cri de reconnaissance qui transcendait l'entraînement, le conditionnement et 4 années de violence méthodiquement cultivée. L'amiral Reed se leva brusquement. Son expression avait glissé d'une politesse distante à une intensité tranchante. « Commandant Caldwell », lança-t-il, d'une voix portant sur le terrain désormais silencieux. « Qui est cette femme ?» Caldwell ouvrit la bouche pour répondre, mais Holloway était déjà en mouvement. La honte de voir son chien dysfonctionner devant une délégation officielle s'était muée en colère brute. Il franchit la distance en quelques secondes, saisit Evelyn par l'épaule et la força à se retourner. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon chien ?»« Rien. »« Ne me dites pas ça. » Sa poigne se resserra. D'abord Brutus, puis Wolf, ensuite Onyx, et maintenant Axel. Tous les chiens de ce centre réagissent à vous comme si vous étiez leur chef. La voix de l'amiral claqua comme un fouet. « Lâchez cette femme, immédiatement. » La main de Holloway retomba par réflexe. Il se tourna vers l'amiral, partagé entre la confusion et l'obéissance gravée en lui depuis l'instruction initiale. Reed descendit lentement de la tribune. Les autres membres de la délégation restèrent assis, conscients d'assister à quelque chose qui dépassait leur niveau d'habilitation. « Votre nom » dit l'amiral en s'arrêtant à 3 mètres d'Evelyn. « Votre nom complet. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé au-delà de l'épaule de l'amiral, sur un écusson cousu à l'uniforme de Daniel Moore. Une désignation précise, un détail qui manifestement signifiait quelque chose pour elle. « Je m'appelle Evelyn Carter, dit-elle enfin. Je suis contractuelle de nettoyage. Vous mentez. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Personne ne respira. Même Axel s'était figé, ses yeux sombres passant d'un humain à l'autre, comme s'il observait un échange se déroulant à une fréquence que lui seul pouvait percevoir. L'amiral Jonathan Reed observa le visage d'Evelyn longuement, sans ciller. Puis son regard glissa vers ses mains, vers les petites cicatrices qui marquèrent ses doigts comme une carte routière d'anciennes blessures, vers les callosités épaisses qui n'avaient rien à faire sur les mains de quelqu'un censé passer ses journées à manier une serpillière. « Vos mains, dit-il doucement, ce sont des mains de conducteur, niveau professionnel, des années à travailler avec des combinaisons de morsures, des harnais de combat. » Son regard remonta jusqu'au sien. « Vous êtes guise qu'un œuf, n'est-ce pas? Ou vous l'avez été ?» Evelyn ne répondit pas. « Les chiens savent, » reprit Jonathan Reed en désignant Axel toujours collé contre sa jambe. « Les animaux ne mentent pas. Ils ne le peuvent pas. Quoi que vous ayez été, quoi que vous ayez fait, chaque chien de ce centre vous reconnaît comme faisant partie de la meute. Ça n'arrive jamais par hasard. »« Sœur, » Thomas Caldwell s'avança. « Nous avons procédé à une vérification. Son dossier est classifié niveau 5. On m'a ordonné de ne pas aller plus loin. Et on vous a donné le bon ordre. » L'expression de l'amiral ne changea pas. Mais c'était avant que mon meilleur chien d'attaque abandonne une démonstration officielle pour venir se blottir contre le personnel de nettoyage. Il se tourna de nouveau vers Evelyn. « Je vais vous poser la question une dernière fois, et j'aimerais une réponse honnête. Qui êtes-vous » Le moment s'étira, fragile, presque cristallin. Puis Mark Holloway, impatient, humilié, désireux de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement, tendit la main et saisit le col de la veste d'Evelyn. « Répondez à l'amiral. » Il tira. Le tissu, vieux et usé, n'était pas conçu pour résister à la force d'un homme qui passait ses loisirs à soulever de la fonte. Il se déchira dans un bruit sec, comme du papier qu'on arrache. L'épaule gauche d'Evelyn fut mise à nu. Le temps sembla s'arrêter. Le tatouage couvrait entièrement son deltoïde, un chien à 3 têtes, chacune tournée dans une direction différente. Cerbère, gardien des enfers, tracé à l'encre noire avec une précision géométrique presque chirurgicale. Sous l'image, une inscription.
Carme-Neuf, Dœuvres 07, autour, disposées en arc de cercle, 7 étoiles, chacune représentant quelque chose, quelqu'un. Le premier à réagir fut Robert McAllister. Le maître sergent se tenait à la périphérie du groupe, observant la scène avec un malaise croissant. Son visage buriné se vida de toutes couleurs. Sa main trembla en se levant vers son front. « Fantôme », murmura-t-il. « Votre fantôme ». Le nom traversa l'assemblée comme une onde de choc. Des murmures éclatèrent, des téléphones apparurent, puis disparurent aussitôt sous le poids de la discipline militaire. Daniel Moore s'avança depuis la délégation du Pentagone, sa tablette oubliée, son calme de marine fissurée. « Opération Cerberus. Vous êtes la survivante, la seule sortie vivante de Helmand. » L'amiral Reed n'avait pas bougé. Son regard était fixé sur le tatouage, sur les étoiles, sur la femme qui avait passé 4 jours à nettoyer des chenils dans un centre où sa légende était étudiée dans les cours avancés. « Master Chief Evelyn Carter », déclara-t-il enfin, sa voix chargée d'une certitude définitive. Indicatif, Spectre, unité Special Warfare Carme-Neuf. Statut inactif depuis 2015. Décoré de la Navy Cross, de la Bronze Star avec valeur et de 3 Purple Hearts. Il marqua une pause. J'ai personnellement signé vos documents de classification il y a 10 ans. La cour d'entraînement était figée. 50 conducteurs, du personnel de soutien, des représentants du Pentagone, tous immobilisés dans un silence incrédule. Mark Holloway tenait toujours le morceau de veste déchiré dans sa main. Son visage avait perdu toute couleur. Sa bouche s'ouvrait et se refermait sans produire le moindre son. Derrière lui, Lauren Mitchell s'était couvert la bouche à 2 mains. Ethan Brooks était tombé à genoux, incapable de se soutenir. Tyler Grant avait l'air au bord du malaise. Thomas Caldwell retrouva sa voix le premier. « Master Chief, nous n'en avions aucune idée. »« Vous n'étiez pas censé en avoir, » répondit Evelyn calmement. « C'était le but. »« Mais pourquoi ?» insista Caldwell, les mains ouvertes. « Pourquoi quelqu'un avec votre dossier, votre niveau d'accès, votre réputation ? Pourquoi venir ici nettoyer des chenils ?» Evelyn baissa les yeux vers Axel. Le Malinois n'avait pas quitté son flanc. Son regard sombre levé vers elle dépassait de loin toute intelligence animale. « Parce que ces chiens, dit-elle lentement, sont les enfants et les petits-enfants de l'équipe qui est morte pour me sauver la vie, il y a 8 ans. » Un souffle parcourut l'assemblée. 12 conducteurs sont entrés à Helmand, 6 en sont sortis. Sa main se posa sur la tête d'Axel. 12 chiens sont entrés, aucun n'est revenu. Les mots restèrent suspendus, lourds de sens que personne n'osait formuler à voix haute. « Le programme d'élevage », murmura Robert McAllister, la compréhension s'imposant. « Nous l'avons lancé en 2016 avec le matériel génétique des pertes de Cerberus. Leur sacrifice a sauvé 12 opérateurs coincés derrière les lignes ennemies. » Les doigts d'Evelyn glissèrent dans le pelage d'Axel avec une familiarité presque inconsciente. Les chiens se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. Ils nous ont fait gagner du temps. Ils ont encaissé des blessures qui auraient dû être les nôtres. Sa voix se fendit légèrement. J'étais la seule humaine à sortir vivante de ce complexe, et j'ai ramené chez nous des fragments de 7 amis dans des sacs mortuaires. L'amiral Reed ôta sa casquette et la serra contre sa poitrine. Autour de lui, chaque militaire présent fit de même. « Les 7 étoiles, » murmura Daniel Moore. « Votre équipe. »« Ma famille, » corrigea Evelyn. Elle releva enfin la tête. Et pour la première fois depuis son arrivée au centre, ses yeux laissèrent transparaître autre chose qu'une patience neutre. Il y avait là de la douleur, ancienne, profonde, jamais vraiment cicatrisée. « Je ne suis pas venue pour être reconnue, » dit-elle. « Je suis venue parce que c'est le seul endroit où il reste encore des morceaux d'eux, le seul endroit où je peux croire qu'ils ne sont pas totalement partis. » Elle s'agenouilla près d'Axel, à son niveau. Le Malinois gémit doucement et se pressa contre elle, sa chaleur irradiante contre son flanc. « Ils savent, » murmura-t-elle, des mots adressés aux chiens, mais entendus par tous. D'une manière ou d'une autre, à travers 8 ans et 2 générations, ils savent qui je suis. Ils se souviennent. Sa voix se brisa. Ils se souviennent, même quand tout le monde a oublié. Le silence qui suivit n'avait rien de gêné. C'était le silence recueilli d'une assemblée témoin de quelque chose de sacré. L'amiral Jonathan Reed rompit le silence en faisant quelque chose que personne n'avait anticipé. Il salua.
Le geste était net, impeccable, exécuté avec la précision irréprochable de décennies de discipline militaire. Sa main se leva jusqu'à son front, comme sur un terrain de parade. « Master Chief Petty Officer Carter », dit-il d'une voix chargée d'émotion qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Au nom du Naval Special Warfare Command, c'est pour moi un honneur profond de me tenir devant vous. » Un à un, les autres suivirent. Thomas Caldwell, Daniel Moore, les colonels et le capitaine de la délégation, même l'analyste civil, dont le salut maladroit semblait tout droit sorti d'un film vu trop tard le soir. Robert McAllister tint le sien plus longtemps que tous les autres. Les larmes coulaient librement sur son visage buriné, sans honte, sans retenue. À l'écart, ceux qui avaient tourmenté Evelyn pendant 4 jours restaient figés. Mark Holloway, Lauren Mitchell, Ethan Brooks, Tyler Grant. Ils ne saluaient pas, ou ne s'en souvenaient plus. Leur corps était paralysé par le choc et par une horreur qui montait lentement, inexorable. Le poids de leurs actes s'abattit sur eux comme une masse tangible. Le balai jeté à ses pieds, le chenil verrouillé sur elle. Les moqueries publiques, les humiliations feutrées, la cruauté banale. Ils avaient bizuté une légende, humilié une héroïne, traité comme une moins que rien, une femme qui avait tout perdu au service de son pays. Et elle les avait laissés faire. La réalisation la plus écrasante fut celle-ci. Evelyn avait eu, depuis le premier jour, le savoir, l'autorité et les contacts nécessaires pour anéantir leur carrière d'un simple appel. Et elle avait choisi le silence. Les genoux de Holloway cédèrent. Il tomba lourdement à genoux, ses bottes raclant le béton, son corps refusant de porter le poids de sa honte. Le morceau de veste déchiré glissa de ses doigts inertes. « Master Chief » balbutia-t-il, la voix se fendant comme de la glace au dégel. « Je ne savais pas. » Evelyn se releva avec fluidité. Axel se leva avec elle, collé à son flanc comme une ombre fidèle. « Vous ne saviez pas, » dit-elle doucement. « Et ça n'excuse rien. »« Je sais. » Elle croisa son regard. Et ce qu'il y vit fut pire que la colère ou le mépris, de la compréhension. « Non, reprit-elle, mais s'accrocher à la colère est un luxe que j'ai abandonné à Helmand, trop lourd à porter, en plus de tout le reste. » Elle passa près de lui sans s'arrêter, se dirigeant vers les rangées de chenils où 49 autres chiens attendaient. Axel marchait à son talon, toute trace d'agressivité effacée, remplacée par l'attention absolue d'un chien ayant retrouvé sa raison d'être. L'amiral Reed abaissa son salut lorsqu'elle passa devant lui. « Master Chief ?» Evelyn s'arrêta. « Combien de temps comptiez-vous rester ?» Elle ne se retourna pas. « Je ne l'avais pas décidé. Assez longtemps pour les voir, pour savoir qu'ils sont en bonne santé, bien entraînés, et qu'ils poursuivent ce que leurs ancêtres ont commencé. » Autour du terrain, l'air semblait vibrer. Les 50 chiens commencèrent à vocaliser, pas des aboiements, quelque chose de plus doux, plus profond. Un son qui se propageait de chenil en chenil, comme un message transmis à travers les générations. « Maintenant, » dit Evelyn à voix basse, « j'imagine que tout dépend de ce qui se passera ensuite. » Elle reprit sa marche. Le cœur canin l'accompagna, montant et retombant selon des motifs presque intentionnels, comme un accueil ou une promesse. Derrière elle, l'évaluation du Pentagone avait été totalement oubliée. L'amiral Reed était déjà en train de saisir son téléphone sécurisé, l'esprit parcourant à toute vitesse les implications et les conversations à venir, à des niveaux que la plupart des gens ignoraient jusqu'à l'existence. D'un geste, Caldwell congédia les conducteurs restants. Ils se dispersèrent dans un silence hébété, laissant tomber les démonstrations minutieusement préparées au profit de ce qu'ils venaient de vivre. Seul Robert McAllister resta sur la tribune. Son salut enfin abaissé, son regard toujours fixé sur la petite silhouette disparaissant dans le Sector 1. « Spectre », murmura-t-il pour lui-même, goûtant le nom comme un mot étranger. Après tout ce temps, la légende était revenue. Et quelque chose lui disait que l'histoire ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent se réorganisèrent autour d'Evelyn comme de la limaille autour d'un aimant. La vérité se répandit dans le centre à la vitesse d'un feu de forêt, des conducteurs au personnel de soutien, à la sécurité, au médical. Bientôt, tous ceux qui portaient un uniforme ou un badge connaissèrent la vérité sur leur agent d'entretien. Master Chief Petty Officer Evelyn Spectre
Carter, Special Warfare K9 Unit, survivante de l'opération Blackhound, la femme qui était sortie de l'enfer avec 7 plaques d'identité et une laisse vide. Les réactions furent diverses. Certains conducteurs vinrent vers elle avec un respect maladroit, offrant des excuses hésitantes pour des humiliations qu'ils avaient vues sans intervenir. D'autres gardèrent leur distance, incapables de savoir comment s'adresser à quelqu'un dont le parcours ressemblait à un film d'action classifié. Les chiens, eux, n'avaient aucun doute. Partout où Evelyn passait, des corps musclés se pressaient contre les grilles, accompagnés de gémissements doux et de queues frémissantes. Les vocalisations agressives qui accueillaient d'ordinaire les étrangers avaient disparu, comme si un interrupteur avait été actionné dans leur conscience collective. Reconnaissance de meute, retrouvailles familiales. Robert McAllister la trouva dans le secteur 2 vers 14 heures. Elle était assise en tailleur sur le béton, entourée de 4 Malinois belges disposés autour d'elle comme une garde rapprochée. Ils n'étaient ni attachés, ni commandés. Ils l'avaient simplement suivie lorsqu'elle s'était assise, puis s'était là placée selon un protocole interne qu'aucun humain ne leur avait enseigné. « Je peux » demanda-t-il en désignant un espace vide. Evelyn hocha la tête sans lever les yeux. « Ils ne diront rien. Ils savent que vous n'êtes pas une menace. » Il s'assit avec précaution, ses articulations protestant contre une position que son corps de 53 ans n'appréciait plus. La plus proche des chiennes, Nova, renifla sa main une fois, puis reporta son attention sur Evelyn. « J'ai servi avec votre prédécesseur, » dit McAllister après un moment. Le Chief Masters, il dirigeait le programme K9 quand je suis passé à l'école des conducteurs, en 94. La main d'Evelyn continuait de glisser dans la fourrure, lentement, méthodiquement. C'est lui qui m'a formé. Il disait que j'avais un don, que les chiens percevaient quelque chose chez moi qu'ils ne savaient pas exprimer. Il appelait ça la fréquence. Il esquissa un sourire lointain. Je me souviens de ce terme. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus, au début. Elle leva enfin les yeux vers lui. McAllister fut frappé par une chose simple et déstabilisante. Malgré tout ce que son dossier racontait, malgré les années et les pertes, elle paraissait encore incroyablement jeune. Puis j'ai passé 18 mois sur le terrain, avec des conducteurs qui sont morts depuis, et des chiens qui ont tout donné, dit Evelyn. C'est là que j'ai compris. Compris quoi ? Demanda Robert McAllister. Que ce n'est pas une question de commandement, ni de domination, ni de contrôle, ni d'aucune des choses qu'on enseigne dans les cours de base. Sa voix s'abaissa. C'est une question d'être prête à mourir pour eux, exactement comme ils sont prêts à mourir pour vous. Robert resta silencieux. Ils sentent cet engagement, ils le perçoivent d'une façon que nous ne savons pas expliquer. Et une fois qu'ils savent que vous irez jusqu'au bout, que vous n'hésiterez pas, que vous ne flancherez pas, que vous ne vous placerez jamais au-dessus de la meute, alors ils vous suivront n'importe où. Autour d'eux, les 4 Malinois s'étaient détendus, chacun trouvant sa position naturelle. Leur respiration s'était calée sur celle d'Evelyn avec une synchronisation presque troublante. « Jajim, opération Blackhound », reprit Robert avec précaution. « Le dossier est toujours classifié. La plupart d'entre nous n'en connaît que les grandes lignes. » « Les grandes lignes suffisent. »« Vraiment ?» La main d'Evelyn s'immobilisa sur le flanc de Nova. Un long moment passa sans qu'elle parle. On nous a envoyé extraire une cible de haute valeur dans un complexe de la province de Helmand. Le renseignement annonçait une opposition minimale, une opération rapide, un silence. Le renseignement avait tort. Il a toujours tort. Il n'y avait ni amertume ni colère dans sa voix, juste un constat. Ils nous ont cloués au sol dans les 5 premières minutes. 3 équipes, maîtres chiens, hors de combat, avant même que nous atteignions le bâtiment principal. Les chiens, continua-t-elle, ils ont continué à se battre quand leurs conducteurs sont tombés. Ils nous ont offert du temps que nous n'aurions jamais dû avoir. Robert connaissait ce genre d'histoire. L'armée en était remplie. Des récits de chiens de combat protégeant leurs humains au-delà de toute logique, au-delà même de l'instinct de survie. L'équipe d'extraction est arrivée vers 4 heures du matin, poursuivit Evelyn. À ce moment-là, j'étais la seule conductrice encore en vie. Elle avala difficilement. Les chiens, 11 d'entre eux ont formé un périmètre autour des opérateurs blessés que nous protégions. Ils ont tenu 6 heures face à des forces supérieures. Sa voix s'éteignit. Quand les tirs ont cessé,
Ils avaient tous... Elle n'acheva pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Vous les avez ramenés, dit doucement Robert. J'ai ramené ce que je pouvais. Plaques, colliers, photos. Sa main trouva la poche de sa veste. La même qu'Onyx avait signalé quelques jours plus tôt. De petites choses, des preuves qu'ils avaient existé, qu'ils comptaient. Elle releva les yeux. Ils comptaient. Dites-le aux familles qui n'ont jamais eu de clôture. Dites-le au programme qu'on a fermé parce que quelqu'un a décidé que les unités K9 coûtaient trop cher, étaient trop compliquées, trop risquées juridiquement. Pour la première fois, une arête vive perça dans sa voix. Dites-le aux conducteurs arrivés après nous, retirés du terrain parce que des bureaucrates n'arrivaient plus à justifier les budgets. « C'est pour ça que vous avez disparu ?» demanda Robert. « Après Blackhound, je n'ai pas disparu. » Evelyn se leva. Les chiens se levèrent avec elle, à l'unisson. J'ai pris la réforme médicale qu'on m'a proposée. J'ai laissé classer mon dossier, j'ai accepté de ne plus exister. Mais vous êtes venu ici ? Je suis venu ici parce qu'ils ont lancé un programme d'élevage à partir du matériel génétique de mon équipe. Elle se tourna pleinement vers lui. La grand-mère de Nova s'appelait Freya. Freya est morte en couvrant ma retraite à travers une brèche du mur du complexe. Elle a encaissé des blessures qui auraient dû la tuer sur le coup. Et elle a continué à se battre pendant 3 minutes. Elle ferma brièvement les yeux. 3 minutes qui ont sauvé 4 vies. Nova se pressa contre sa jambe, oreille adressée. Et maintenant, la petite fille de Freya est là, devant moi. Et elle sait. La voix d'Evelyn se fit presque inaudible. D'une manière ou d'une autre, à travers la génétique, les générations et 8 ans de programme militaire, elle sait qui je suis et ce que sa famille a fait pour la mienne. Robert n'avait rien à répondre. « Je ne suis pas venu pour être reconnu, » reprit Evelyn, retrouvant son calme. « Ni pour récupérer une gloire passée, ni pour prouver quoi que ce soit. Je suis venu parce que ces chiens sont la seule famille qu'il me reste, et que je voulais m'assurer que quelqu'un prenait soin d'eux comme il se doit. »« Et est-ce le cas ?» demanda Robert. La question resta suspendue entre eux, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. « Vous les entraînez comme des armes, » répondit-elle enfin. « C'est le métier. C'est pour ça qu'ils sont élevés. Un temps. » « Mais les armes s'usent, Robert. Elles se brisent. Elles ont besoin d'entretien, de soins, et de quelqu'un qui les voit comme autre chose que des outils. » Elle le fixa. « Est-ce que c'est ce que j'ai vu ici ? Des outils ?» Elle secoua légèrement la tête. « J'ai vu des conducteurs qui avaient oublié ou jamais appris que ces animaux mourraient pour eux sans hésiter. J'ai vu une culture de domination, pas de partenariat. Puis, plus doucement, et j'ai vu quelques personnes qui comprenaient. Vous, Anna, l'amiral. »« L'amiral savait qui vous étiez, » dit Robert. Une ombre de sourire passa sur le visage d'Evelyn. « Jonathan Reed était capitaine quand je suis passé en formation avancée. C'est lui qui a validé mon accréditation terrain. On ne s'est pas parlé depuis des années. Mais certaines choses ne s'oublient pas. » Avant que Robert ne puisse répondre, une agitation monta du côté du portail principal. Les radios s'animèrent. Des aboiements éclatèrent dans tout le complexe. Cette fois, pas de l'excitation, de l'alerte. Le corps d'Evelyn se transforma instantanément, toute trace de détente disparut, remplacée par une vigilance compacte, dangereusement efficace. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Robert en se levant. « Alerte périmétrique », répondit-elle, la tête légèrement inclinée, captant des sons qu'aucun humain n'aurait distingués. Clôturait. Même secteur qu'il y a 2 nuits. C'était un dysfonctionnement de capteur. Vraiment ? Elle était déjà en mouvement. Nova et les 3 autres Malinois se placèrent autour d'elle, formation instinctive, parfaite. Aucun ordre, aucun geste. Il savait. Robert suivit, son esprit passant en revue des scénarios tactiques pendant que son instinct hurlait qu'il n'était plus face à un simple incident. Le périmètre S ne révéla rien d'évident. Les équipes de sécurité inspectaient la clôture à la lampe torche. Les conducteurs retenaient des chiens tendus sur leurs laisses. Ce qui avait déclenché les capteurs avait disparu ou n'avait jamais été physiquement présent. Jonathan Reed avait rejoint Thomas Caldwell près du poste de commandement mobile. Leurs visages étaient durs sous l'éclairage cru des projecteurs. « 2e incident en 4 jours, » disait l'amiral lorsqu'Evelyn arriva. « Même section. Aucune preuve. »« De la faune ?» proposa Caldwell.
Des cervidés peut-être. Les cervidés ne déclenchent pas des capteurs thermiques sans laisser de signature de chaleur. Reed se tourna alors vers Evelyn en entrant dans la zone de commandement. « Master Chief, votre évaluation ?» Evelyn ne répondit pas tout de suite. Elle s'avança vers la clôture, Nova marchant sans bruit à son talon. Son regard parcourait l'obscurité au-delà des projecteurs, cherchant quelque chose que les autres ne pouvaient ni voir ni nommer. « Les chiens savaient, » dit-elle enfin. « Les 2 fois, ils se sont tus avant que les alarmes ne se déclenchent. »« T'es comment ?» demanda Caldwell. Un silence d'alerte, comportement de meute. Ils pistirent quelque chose. « Quoi ?» La main d'Evelyn trouva la poche de sa veste. La pièce de défi à l'intérieur appuya contre sa paume. « Je ne sais pas encore. » Elle se tourna vers l'amiral. « Mais je recommanderais d'augmenter les patrouilles et de déployer des équipes maîtres chiens sur l'approche est. Quoi que ce soit, ce n'est pas de la faune. » Reed l'observa longuement. « Vous pensez que c'est lié à vous ? J'ai appris à ne pas croire aux coïncidences. » L'amiral hocha lentement la tête. « Commandant Caldwell, appliquez les recommandations du Master Chief. Je veux ce périmètre verrouillé tant que nous ne comprenons pas à quoi nous avons affaire. »« Oui, sir. » Pendant que les équipes s'activaient, Evelyn resta près de la clôture. Sa silhouette se découpait durement dans la lumière crue. Nova se pressait contre sa jambe, l'attention fixée sur la même obscurité. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda Robert à voix basse en la rejoignant. « Des fantômes, » murmura-t-elle, « ou peut-être pire. »« Pire que des fantômes ?» Elle ne répondit pas. Sa main, elle, ne quitta pas sa poche, les doigts serrés autour d'une pièce chargée de secrets qu'elle n'avait confiés à personne depuis 8 longues années. Des secrets qui, si l'alerte du périmètre signifiait ce qu'elle craignait, ne resteraient là peut-être pas enfouis très longtemps. La nuit refusa de livrer ses réponses. Les équipes de sécurité ratissèrent le secteur Est jusqu'à 3 heures du matin, ne trouvant rien d'autre que des ombres. Et l'agitation sourde de 50 chiens qui percevaient ce que leurs homologues humains ne pouvaient détecter. Evelyn ne dormit pas. Elle passa ses heures sombres à parcourir les blocs de chenil, Nova la suivant comme une ombre à 4 pattes. Chaque chien recevait un instant d'attention. Une caresse, un mot, une reconnaissance silencieuse qui dépassait les frontières de l'espèce. Quand l'aube colora la côte en rose et or, quelque chose avait changé dans l'atmosphère du centre. Les conducteurs arrivant pour la prise de service matinale se déplaçaient différemment, parlaient autrement, et regardaient l'agente d'entretien avec des yeux mêlant respect et honte. Mark Holloway la trouva dans le secteur 1 à 6h30. Il resta à l'entrée près d'1 minute avant qu'elle ne reconnaisse sa présence, concentrée sur le pelage d'Axel qu'elle démêlait avec des gestes sûrs. « Master Chief », le titre sonnait étrangement dans sa bouche. Faux, presque obscène pour une femme à qui il avait jeté un balai 4 jours plus tôt. « Chief Holloway », répondit-elle sans lever les yeux. « Je dois... » Il s'interrompit, reprit. « Ce que j'ai fait, ce que nous avons tous fait, il n'y a aucune excuse. Non, il n'y en a pas. » L'accord brutal lui frappa plus fort que n'importe quelle réprimande. Holloway s'était préparé à la colère, à la condamnation, à la fureur légitime d'une supérieure humiliée. Cette acceptation calme était infiniment plus douloureuse. « J'ai remis ma démission, » dit-il. Le commandant Caldwell l'a sur son bureau. La brosse s'arrêta. Evelyn se tourna vers lui pour la première fois. Son expression resta neutre, mais quelque chose vacilla dans son regard. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai échoué. » Sa voix se brisa. « Pas seulement moi, le groupe, le programme. Tout ce que Chief Masters avait bâti, tout ce que vous avez sacrifié pour protéger. » Il avala difficilement sa salive. « Je suis devenu exactement le genre de conducteur que je m'étais juré de ne jamais être. Arrogant, méprisant, convaincu de ma propre importance au point de ne plus voir ce qui était juste devant moi. » Il inspira. « Démissionner, c'est assumer. » « Non. » Evelyn posa la brosse et se leva pour lui faire face. « La démission, c'est fuir. C'est s'éloigner du désordre qu'on a créé au lieu de le réparer. » La mâchoire de Holloway se crispa. « Avec tout le respect que je vous dois, Master Chief, je ne vois pas en quoi. Vous êtes un bon conducteur. » Le mot l'arrêta net. « Votre technique est solide, vos chiens vous répondent, vous maîtrisez les fondamentaux mieux que la moitié des instructeurs avec qui j'ai travaillé en unité spéciale. Alors pourquoi ?
parce qu'en chemin, vous avez oublié qu'être compétent ne rend pas supérieur. Vous avez commencé à vous voir comme un maître au lieu d'un partenaire. Elle s'approcha d'un pas. Sa petite stature imposait pourtant l'espace entre eux. Ce n'est pas une faute irréparable, Chief, c'est une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Comment je l'apprends ? En restant, en faisant le travail, en vous rappelant chaque fois que vous regardez une nouvelle recrue ou un contractuel civil que vous n'avez aucune idée de ce qu'ils ont traversé pour se tenir devant vous. Le silence s'étira entre eux comme un pont qu'on construit planche après planche. « Ma démission », murmura Holloway. « Vous voulez que je la retire ? Je veux que vous méritiez le droit de porter cet uniforme. Ça implique d'affronter ce que vous avez fait, pas de fuir. » Il hocha lentement la tête. « Oui, Master Chief. » Marc. Elle attendit qu'il la regarde. « La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un que vous penserez inférieur, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous à quel point vous vous êtes trompé à mon sujet, et demandez-vous sur quoi d'autre vous pourriez vous tromper. » Elle retourna vers Axel. La conversation était terminée. Holloway resta immobile quelques secondes, digérant la miséricorde inattendue qu'on venait de lui accorder. Puis, il se détourna et prit la direction du bureau de Caldwell pour récupérer sa lettre de démission. La matinée apporta des conséquences qui se propagèrent comme des cercles dans l'eau calme. Lorraine Mitchell demanda un transfert vers des fonctions administratives. Incapable de soutenir le regard des conducteurs témoins de son comportement, sa demande fut refusée dans l'attente d'une évaluation disciplinaire formelle. Ethan Brooks aborda Evelyn pendant la pause de milieu de matinée. Toute son arrogance avait disparu. Il ne parla pas, ne trouva pas de mots. Il s'agenouilla simplement près d'elle, pendant qu'elle examinait la dentition d'un jeune Malinois, observant, apprenant, entamant le lent processus de désapprendre tout ce qu'il croyait savoir sur la domination et le contrôle. Tyler Grant fut le cas le plus difficile. Il la trouva seule dans le local du matériel vers 11h. Son visage était un masque d'émotions contradictoires. Le souvenir de l'avoir enfermée avec Brutus se tenait entre eux comme une présence tangible. « J'aurais pu vous tuer », murmura-t-il. Sa voix était à peine audible. « Ce premier jour, quand j'ai verrouillé la porte, » reprit Tyler Grant d'une voix basse, « si Brutus avait attaqué, il ne l'aurait pas fait. » Evelyn triait du matériel d'entraînement dans une caisse en plastique, ses gestes calmes, mesurés. « Vous le saviez ? Comment ? Comment pouviez-vous en être sûr ? Parce que j'ai passé plus de temps avec des chiens militaires qu'avec des humains. » Elle sortit une vieille laisse en cuir, l'examina brièvement. « Je connais leur langage corporel, leurs signaux d'alerte, leurs hésitations. Brutus n'était pas agressif dans ce chenil, il avait peur. Peur de quoi ? De lui-même, de ce qu'il pourrait faire si quelqu'un le poussait trop loin. » Elle croisa le regard de Tyler. « Ça vous rappelle quelque chose ?» Le jeune maître resta figé, comme frappé de plein fouet. « Je ne vais pas vous dire que tout va bien, » poursuivit Evelyn. « Ce que vous avez fait était cruel et potentiellement mortel. Vous avez utilisé votre position pour terroriser quelqu'un que vous pensiez sans défense. » Il baissa les yeux. « Mais je ne vais pas non plus détruire votre carrière pour ça. » Elle reposa la laisse. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu. » « Qui ? » ?»« Moi, il y a 20 ans. » L'aveu semblait lui coûter. J'étais en colère, effrayé, convaincu que la seule façon de survivre était d'écraser les autres avant qu'ils ne m'écrasent. Qu'est-ce qui a changé ? Un fantôme de sourire traversa son visage. J'ai rencontré les chiens. Ils se moquent ni que du grade, des postures, des décorations. Ils réagissent à ce qui est réel, à la personne sous l'armure. Un long silence. « Je ne sais pas comment être cette personne, » murmura Tyler. « Alors apprenez. C'est aussi pour ça que ce programme existe. » Elle rassembla son matériel et se dirigea vers la porte. « Commencez par vous excuser auprès de Hannah Lewis. Elle était terrorisée quand elle m'a trouvé dans ce chenil. Elle pensait assister à un massacre. Elle a essayé de vous sauver. Ça compte plus que vous ne le croyez. » Evelyn le laissa seul dans le local, le poids de ses choix pesant soudain bien trop lourd sur des épaules encore trop étroites. L'amiral Jonathan Reed resta sur la base toute la matinée, menant des réunions qui ne figuraient sur aucun planning officiel. À midi, il réunit un groupe restreint dans la salle de conférence de Thomas Caldwell. Evelyn, Robert McAllister,
Daniel Moore et le Chief Warrant Officer Nathan Cole. « Ce que je vais dire ne sort pas de cette pièce », annonça l'amiral d'un ton chargé de niveau de classification que peu de gens rencontraient un jour. « C'est bien compris ?» Des hochements de tête. La présence du Master Chief Carter ici n'est pas un hasard. Il sortit une chemise de sa mallette, du papier, pas de fichier numérique. Il y a 3 mois, nous avons reçu des renseignements indiquant que des éléments de l'opération Black Hound avaient été compromis. La température sembla chuter. « Compromis comment ?» demanda Caldwell. « Des noms, des lieux, des détails tactiques qui n'auraient jamais dû exister hors de circuits sécurisés. » Reed ouvrit le dossier. Photos, documents, large bande noire de censure. Quelqu'un vend des informations sur nos opérations K9 à des acteurs étrangers, pas seulement Black Hound, plusieurs missions sur plus de 10 ans. Les intrusions au périmètre, murmura Evelyn. Nous pensons qu'elles sont liées. L'amiral hocha la tête. Cette base abrite les descendants des chiens de Black Hound, et surtout, elle contient les registres d'élevage et les bases génétiques qui font la singularité de notre programme K9. Ces données, entre de mauvaises mains, pourraient compromettre des années de sécurité opérationnelle. Vous pensez que quelqu'un tente d'accéder à la base ? Je pense que quelqu'un l'a déjà fait. Son regard se posa sur Evelyn. La première intrusion a eu lieu 2 jours après votre arrivée, la seconde, 4 jours plus tard. Soit c'est une coïncidence, soit quelqu'un s'intéresse de très près à votre présence ici. Robert se pencha en avant. Master Chief, avez-vous une idée de qui pourrait vous viser ? La main d'Evelyn glissa vers sa poche. La pièce y semblait plus lourde que jamais. Les 7 étoiles sur mon tatouage, dit-elle lentement. 6 représentent des conducteurs morts à Black Hound, mais nous étions 7 sur cette mission. 7 releva Daniel Moore en consultant sa tablette. Les rapports officiels mentionnent 6 pertes. Les rapports officiels sont incomplets. Evelyn sortit la pièce et la posa sur la table. On distinguait clairement le chien à 3 têtes, entouré d'un texte minuscule. Elle appartenait au 7e conducteur. Indicatif, Lucas Echo Kane. Un silence. Echo a survécu à Black Hound. Il a été déclaré mort lors de la brèche initiale. Aucun corps retrouvé. On a supposé... J'ai supposé. Elle marqua une pause. L'équipe d'extraction a retrouvé ses plaques. Pas de reste. Vous pensez qu'il est vivant ? Je pense que quelqu'un veut que je le croie. Elle poussa la pièce vers le centre de la table. Je l'ai trouvé dans mon appartement, il y a 3 mois. Aucun message. Aucune explication. Juste cette pièce posée sur mon oreiller pendant que je dormais. L'amiral Reed la prit, l'examina attentivement. Authentique. Ces pièces n'étaient remises qu'aux conducteurs ayant terminé la formation avancée d'Evgru K9. Echo a terminé 6 mois avant moi, dit Evelyn. C'était le meilleur conducteur avec qui j'ai travaillé. Elle secoua la tête. S'il a survécu, et s'il n'a contacté personne en 8 ans, il y a une raison. Et ce n'est probablement pas une bonne raison. Vous êtes venu ici parce que vous pensiez qu'il tenterait un contact. Je suis venu parce que ce centre est le dernier lien avec ce qui s'est passé à Helmand. S'il est en vie, compromis, retourné ou simplement perdu, c'est ici qu'il finira par apparaître. Le silence retomba, lourd comme un linceul. Donc, résuma Caldwell, nous avons potentiellement un individu disposant d'une connaissance intime de nos opérations K9 les plus sensibles, peut-être lié à des acteurs étrangers et surveillant clairement cette base. Il se frotta les tempes. Fantastique. De quoi avez-vous besoin ? Demanda l'amiral. De temps et d'accès. Evelyn récupéra la pièce et la rangea. S'il est là dehors, il finira par se manifester, et quand il le fera, je veux être prête. S'il est hostile, je m'en chargerai. Sa voix était plate, assurée. Celle de quelqu'un qui avait déjà affronté pire. C'était mon coéquipier, mon ami. Quoi qu'il soit devenu, je lui dois au moins une chance de s'expliquer avant que d'autres interviennent. Reed la fixa longuement, pesant protocole, risque et décennies d'expérience face à la simplicité humaine de la demande. « Vous avez 48 heures, dit-il enfin. Après cela, dit l'amiral Jonathan Reed, l'affaire deviendra une enquête officielle, avec toutes les complications que cela implique. Compris, sir. Master Chief. L'expression de l'amiral s'adoucit légèrement. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus seul. Plus maintenant. Evelyn hocha la tête,
mais son regard avait déjà dérivé vers la fenêtre, vers le périmètre est, vers ces ombres capables de dissimuler des fantômes, des ennemis, ou quelque chose entre les deux. L'après-midi s'écoula dans une activité fébrile qui masquait à peine la tension vibrant sous la surface du centre. Les conducteurs poussèrent leurs chiens à travers des entraînements prolongés. La sécurité multiplia les patrouilles, et Evelyn Carter parcourut les blocs de chenil sous 50 regards canins, suivant chacun de ses pas. Anna Lewis la rattrapa près du secteur 3, légèrement essoufflée d'avoir traversé le complexe en courant. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce matin avec Holloway et les autres. » Evelyn continua d'avancer. « Les nouvelles voyagent de vite. C'est un petit centre. » Hannah se mit à marcher à sa hauteur. « Les gens disent, ni que vous avez convaincu Mark de rester, que vous ne portez pas plainte contre Tyler, que vous avez été indulgente. Le pardon est un mot fort. Alors comment vous appelez ça ?» Evelyn s'arrêta devant le chenil d'un jeune berger allemand nommé Atlas. Le chien se pressa contre la grille, queue frémissante, regard lumineux de reconnaissance. Je dirais de la perspective. Elle s'agenouilla pour gratter les oreilles d'Atlas à travers le grillage. Il y a 8 ans, j'ai vu 6 amis mourir dans mes bras. J'ai porté leur corps jusqu'à un hélicoptère qui n'aurait jamais dû arriver à temps. Hannah resta silencieuse. J'ai passé 18 mois en rééducation, à réapprendre à marcher après les blessures que j'ai prises. La voix d'Evelyn demeurait stable, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Pendant ce temps, j'ai eu 1000 raisons d'être en colère, d'en vouloir aux analystes du renseignement, à la chaîne de commandement, à moi-même, d'avoir survécu quand de meilleures personnes ne l'ont pas fait. Elle inspira doucement. J'ai choisi de ne pas l'être. Pourquoi ? Parce que la colère est lourde et que je portais déjà assez de poids. Elle se releva, donnant une dernière caresse à Atlas. Les gens qui m'ont blessé cette semaine, Mark, Lorraine, Ethan, Tyler, ce ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains qui ont fait des erreurs, les mêmes que j'ai faites autrefois, les mêmes que tout le monde fait quand on oublie que le monde est rempli d'histoires qu'on ne connaîtra jamais. C'est très philosophique, murmura Anna. C'est très pratique. Un vrai sourire passa sur le visage d'Evelyn. Les rancunes consomment de l'énergie. Je préfère utiliser la mienne pour ce qui compte, les chiens, les conducteurs qui veulent apprendre, et faire en sorte que la prochaine génération d'équipe Kanka 9 ne répète pas les erreurs qui ont tué la mienne. Hannah digéra cela un instant. Le commandant Caldwell a mentionné qu'on vous avait proposé un poste ici, consultante officielle du programme d'entraînement. Il en a parlé. Vous allez accepter ? Le regard d'Evelyn balaya les chenils, les chiens, les conducteurs, tout l'écosystème de discipline et de préparation que représentait le programme K9 des forces spéciales. Je n'ai pas encore décidé. Il y a quelque chose que je dois régler d'abord. Avant que Hannah ne puisse demander quoi, l'alarme du centre explosa dans un hurlement strident, pas l'alerte périmétrique des nuits précédentes. Un confinement total. 3 longues impulsions, suivies d'un signal continu indiquant une menace active sur le site. Evelyn était déjà en mouvement avant la fin du premier cycle. Le chaos qui suivit fut plus tard reconstitué à partir des enregistrements de sécurité, des rapports des conducteurs et des témoignages confus de personnel incapables d'expliquer exactement ce qu'ils avaient vu. À 17h42, un individu non identifié franchit la clôture est. Cette fois, aucune ambiguïté. Une découpe nette dans le grillage, travail professionnel, réalisé avec des outils inexistants sur le marché civil. La sécurité intervint en moins de 90 secondes, convergeant vers le point de brèche, arme levée. Ils ne trouvèrent rien. L'intrus s'était fondu dans l'intérieur du centre, se déplaçant avec une vitesse et une maîtrise trahissant un entraînement poussé. Depuis le centre des opérations, Thomas Caldwell coordonnait, la voix ferme malgré l'adrénaline. Je veux des équipes maître-chien sur chaque bloc, verrouiller les chenils, personne n'entre, personne ne sort tant que tout le site n'a pas été fouillé. Sœur, les chiens deviennent ingérables. La voix de Mark Holloway crépita à la radio. Ils n'obéissent pas plus. Comment ça ? Ils n'obéissent pas ni plus. Ils ignorent tous les ordres, tous. Ils sont focalisés sur autre chose. Caldwell activa les flux vidéo des chenils et sentit le sang quitter son visage. 50 chiens militaires se tenaient immobiles dans leurs enclos. Pas d'aboiement, pas de va-et-vient.
parfaitement immobiles, chaque tête tournée dans la même direction, vers le secteur 1, vers Evelyn Carter. Elle se tenait seule au centre du complexe, les bras le long du corps, le regard fixé sur les ombres au-delà des projecteurs. « Master Chief !» La voix de Caldwell résonna dans tout le site via le système de diffusion. « Rejoignez le bunker immédiatement. » Elle ne bougea pas. « Master Chief Carter, c'est un ordre direct, nous avons une menace active. » « Je sais. » Sa voix était calme, d'un calme presque irréel. « Il est là. » « Qui est là ?» Les ombres à la limite de la lumière se déplacèrent, se regroupèrent. Puis une silhouette en émergea, avançant sous les projecteurs avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui attendait ce moment depuis très longtemps. L'homme devait avoir une quarantaine d'années, sec, marqué par des décennies de vie dure, vêtements civils, veste sombre, pantalon cargo, bottes d'origine militaire. Une barbe négligée masquait partiellement son visage. Mais ses yeux, ils étaient inconfondables. « Bonjour, Spectre. » Sa voix rauque porta à travers le complexe. « Ça fait longtemps. » Écho. Le nom quitta les lèvres d'Evelyn comme une prière, comme une malédiction. « Tu es censé être mort. » Il s'approcha. Sa démarche révélait une légère boiterie, héritage de vieilles blessures. « J'ai été beaucoup de choses, mort, disparu, oublié. Apparemment, tu es la seule à te souvenir de la vérité. Et quelle est-elle ? Que je ne suis pas mort à Helmand. Que j'ai passé 8 ans à chercher qui nous a vendus à l'ennemi. Qui a donné nos positions à ceux qui ont massacré notre équipe. Ses mains restaient bien visibles, paumes ouvertes, un geste de non-agression qu'Evelyn reconnaissait pour l'avoir vu 1000 fois en situation tactique. Et je les ai trouvés. Qui ? demanda-t-elle. Le sourire d'Echo se crispa, amer, douloureux. C'est pour ça que je suis venu. La voix de Thomas Caldwell tonna dans les haut-parleurs. Individu non identifié, mettez-vous immédiatement au sol, main visible. Équipe de sécurité, prête à engager. Non. Le mot d'Evelyn trancha net le chaos. Baissez les armes. Master Chief, il a franchi notre périmètre. Il est des nôtres. Elle se tourna vers le centre des opérations. Sa silhouette frêle imposait pourtant le silence à toute la base. Il est l'un des nôtres. Et j'assume l'entière responsabilité de ce qui se passera ensuite. L'affrontement dura peut-être 30 secondes. Des armes pointées. Evelyn debout entre elle et l'intrus, comme un bouclier humain. Echo figé sous les projecteurs, ce sourire amer toujours accroché aux lèvres. La voix de l'amiral Jonathan Reed s'éleva dans les radios, calme, incontestable. Équipe de sécurité, baissez vos armes. Laissez le Master Chief gérer. La tension ne disparut pas. Elle se transforma. Les armes furent abaissées, mais pas rangées, les positions maintenues. Les regards, eux, changèrent. « Tu me dois des explications. » Evelyn se plaça face à Echo. 8 ans de silence. 8 ans à croire que tu étais mort dans mes bras. Tu as la moindre idée de ce que ça m'a fait ? Je sais exactement ce que ça t'a fait. Sa voix se brisa. J'ai regardé de loin. Je t'ai vu en rééducation. Je t'ai vu accepter la réforme. Je t'ai vu disparaître dans une vie civile où tu essayais d'oublier tout ce que nous avions été. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas m'avoir contacté ? Parce que ceux qui nous ont trahis étaient comme toujours en activité. Parce que te recontacter t'aurait mis en danger. Il s'interrompit. Et pour la première fois depuis qu'il avait émergé de l'ombre, l'émotion fissura le masque. Parce que j'avais honte. Honte de quoi ? D'avoir survécu. D'avoir fui quand j'aurais dû rester et me battre. De t'avoir laissé porter des corps, dont le mien aurait dû faire partie. Les mots restèrent mais suspendus dans la nuit, lourds de 8 années de culpabilité et de deuil. « Je n'ai pas fui », murmura Echo. « J'ai été capturé. 3 jours, puis je me suis échappé. » Il inspira difficilement. « Quand je suis revenu en zone amie, l'extraction était terminée. Et toi, tu étais au bloc en train de te battre pour vivre. Pourquoi n'as-tu pas fait ton rapport ? Parce que j'avais vu des choses, entendu des choses. Les types qui nous ont pris en embuscade connaissaient nos positions, nos horaires, nos routes d'extraction. Ils savaient, parce que quelqu'un leur avait dit. Qui ? Echo secoua la tête. Pas ici, pas comme ça. J'ai des preuves. Des années de documents. Mais les gens impliqués sont puissants, connectés. Si je parle au mauvais moment, tout disparaît.
Viens à l'intérieur, dit Evelyn en s'approchant. Laisse l'amiral entendre ce que tu sais. Laissons le système fonctionner. Le système est compromis. Sa voix se durcit. Tu ne comprends pas, j'ai passé 8 ans à le prouver. La fuite remonte plus haut que ce que quiconque est prêt à admettre. Alors on le brûlera ensemble, répondit-elle, comme on aurait dû le faire dès le début, frères et sœurs d'armes, séparés par des années de mensonges, enfin assez proches pour se toucher. La base entière retint son souffle. La résistance d'Echo céda par étapes. D'abord la tension dans ses épaules, puis la crispation de sa mâchoire, enfin le mur derrière son regard, celui qui l'avait protégé pendant 8 années d'enquête solitaire. « Tu as toujours été la plus têtue, » murmura-t-il. Il fallait bien que quelqu'un le soit. Un son les interrompit. Pas humain. Un gémissement parti du secteur 1 qui se propagea de chenil en chenil jusqu'à ce que 50 chiens vocalisent à l'unisson. Pas des aboiements, pas de l'agressivité, quelque chose de plus ancien. De la reconnaissance. « Ils te connaissent, » dit Evelyn en regardant vers les blocs, « comme ils te connaissaient, toi. Leurs ancêtres m'ont sauvé la vie aussi. » La voix d'Echo était chargée. « À Kandahar. Après ma capture, quand je me suis échappé, l'un de nos chiens m'a retrouvé dans le désert et m'a guidé jusqu'à la sécurité. Lequel ? Reaper. Le nom fut un murmure respectueux. Il était blessé. Mais il avançait encore. Il se battait encore. Il est resté avec moi 2 jours jusqu'à ce que j'atteigne nos lignes. Il est mort, dans mes bras, à moins d'1 kilomètre du point d'extraction. Le regard d'Evelyn se posa sur le chenil d'Axel. Le Malinois belge était collé à la grille, ses yeux sombres rivés sur Echo avec une intensité qui dépassait toute conscience animale ordinaire. « Axel était le petit-fils de Reaper, dit-elle. 2e génération, même lignée. » Echo suivit son regard et quelque chose se brisa en lui. Il lui ressemble tellement. Tout leur ressemble, d'une manière ou d'une autre, des combinaisons différentes, mais la mémoire est là. C'est pour ça que tu es venu, pour voir ce qu'il restait d'eux. Je suis venu parce que je n'en pouvais plus d'être seul, plus envie de faire semblant que cette partie de ma vie n'avait jamais existé. Evelyn tendit la main. Ils se touchèrent pour la première fois depuis 8 ans. La famille lui censée rester ensemble. Echo serra sa main, comme un homme en train de se noyer s'accroche à une bouée. L'instant fut interrompu par l'arrivée de l'amiral Reed, accompagné de Caldwell. Les agents de sécurité restèrent en place, mais les armes étaient rangées. La crise immédiate semblait passer. « Master Chief, » dit l'amiral avec un respect professionnel teinté d'inquiétude, « j'imagine que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe. »« Amiral, voici le Chief Petty Officer Marcus Webb, indicatif Echo, division K9, même équipe que la mienne. » Evelyn ne lâcha pas sa main. Il a survécu à Kandahar et a passé 8 ans à enquêter sur la fuite de renseignements qui a condamné notre mission. Webb a été déclaré mort au combat. Webb a été déclaré beaucoup de choses qui se sont révélées fausses. Reed étudia l'homme avec le regard de quelqu'un qui évaluait des menaces depuis 40 ans. Chief Webb, vous avez pénétré dans une installation militaire sécurisée. Vous opérez hors chaîne de commandement depuis 8 ans. Vous avez 60 secondes pour me convaincre que vous n'êtes pas un ennemi. Echo soutint son regard sans ciller. Sûr, j'ai des preuves montrant que notre mission à Kandahar a été délibérément compromise par quelqu'un au sein même de la structure de commandement d'Evgrou. Il marqua une pause. Nom, date, flux financier, interception de communication. Tout ce qu'il faut pour identifier et poursuivre les responsables de la mort de mon équipe. « Et vous ne pouviez pas transmettre tout cela par les voies officielles ?» demanda l'amiral. « Avec tout le respect que je vous dois, sur les voies officielles sont compromises. C'est justement le cœur du problème. » Jonathan Reed resta silencieux un long moment, puis il se tourna vers Thomas Caldwell. « Commandant, faites baisser la pression. Le Chief Webb sera conduit en salle de briefing sécurisée pour un débriefing complet. Master Chief Carter, vous l'accompagnerez. »« Oui, sûr. »« Et vous, Webb ?» La voix de l'amiral se durcit. « Si je découvre que vous mentez, si le moindre élément de tout ceci est une manipulation ou une diversion, je veillerai personnellement à ce que vous passiez le reste de votre vie dans une cellule si profonde qu'on devra y pomper la lumière du jour. » Il marqua une pause. « C'est bien clair ?» Cristallin, sûr. Le cortège qui se forma, amiral, commandant, 2 vétérans d'une mission,
qui n'avait jamais existé officiellement, entouré d'agents de sécurité dont la confusion se lisait à chaque pas, se dirigea vers le bâtiment administratif. Derrière eux, les 50 chiens rompirent enfin le silence. Pas d'aboiement, pas de hurlement, quelque chose d'autre. Un chant. Une vibration harmonique qui jaillit simultanément de chaque chenil, emplissant l'air nocturne d'un son presque irréel. Ils chantaient, tandis que passaient ceux qui avaient failli briser leurs liens. Ils chantaient pour des retrouvailles qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, toujours su, inévitables. Ils chantèrent pour la famille, pour la meute que la mort, la distance et 8 années de séparation n'avaient pas réussi à détruire. Le débriefing dura toute la nuit et se prolongea jusqu'au matin. La documentation d'Echo était encore plus accablante qu'il ne l'avait promis. Un dossier méticuleusement constitué, impliquant des noms qui firent pâlir l'amiral Reed lorsqu'il les reconnut. À 8 heures, des appels sécurisés étaient déjà passés vers des bureaux de Washington absents de tout organigramme officiel. À midi, des enquêteurs étaient en route. À la tombée du soir, les premières arrestations auraient lieu, amorçant ce qui deviendrait la plus vaste affaire de compromission interne de l'histoire de DevGru. Mais tout cela relevait de la politique, de la justice, du système, enfin en train de fonctionner comme il aurait toujours dû. Ce qu'Evelyn garderait en mémoire, bien après la fin des enquêtes et les procès, ce fut l'aube dans les blocs de chenil. Echo était agenouillé devant l'enclos de Axel, une main posée contre le grillage. De l'autre côté, le Malinois pressait son museau au même endroit. Aucun des deux ne bougeait. Il n'en avait pas besoin. La conversation qui se déroulait entre l'homme et le chien dépassait les mots. « Il te connaît », murmura Evelyn. « Il sait qui j'étais », répondit Echo, la voix râpeuse d'émotion. « Ce que nous étions tous. Ce que sa lignée est morte pour protéger. » Il inspira lentement. Le programme d'élevage était censé préserver leur génétique, leur capacité. Personne n'imaginait qu'il préserverait ça. Peut-être que c'est justement ça qui compte le plus, dit Evelyn. Il leva les yeux vers elle. Ce qui ne peut pas être quantifié, mesuré ou consigné dans des manuels. Le lien. Elle hocha lentement la tête. Le commandant Caldwell m'a proposé un poste ici. Consultante officielle pour reconstruire le programme de formation des conducteurs depuis la base. Tu vas accepter ? Son regard se perdit sur les rangées de chenils, sur les 50 chiens qui l'avaient reconnu, qui l'avaient protégé par leur silence, qui avaient chanté lorsque Echo avait émergé de l'ombre. Je crois que je n'ai pas le choix. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'ils portent, de quelqu'un capable d'enseigner aux conducteurs que ce ne sont pas des armes. Ce sont des partenaires, une famille, un héritage. Echo ajouta doucement « Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons perdu, tout ce qui a survécu parce que ces animaux ont refusé de laisser mourir ce que nous étions. » Il hésita. « Tu vas rester ? Tu vas m'aider ?» La question resta suspendue entre eux, chargée de 8 années d'absence et de la délicate reconstruction de 2 vies brisées. « Je ne sais pas si je peux, » admit Echo avec une honnêteté désarmante. « J'ai passé trop de temps à courir, à enquêter, à survivre. Je ne sais plus si je me souviens comment rester. Alors apprends. » Evelyn répéta les mots qu'elle avait dits à Mark Holloway la veille. C'est exactement ce que ce programme est censé enseigner. Echo resta silencieux un long moment. Puis, lentement, un vrai sourire fendit la fatigue gravée sur son visage. « Tu as toujours été la plus têtue. Il fallait bien que quelqu'un le soit. » 3 semaines passèrent. Les enquêtes aboutirent à des condamnations dont les détails resteraient classifiés pendant des décennies. L'amiral Reed reçut une distinction dont il ne pourrait jamais parler. Thomas Caldwell fut promu à un poste qui, officiellement, n'existait pas. Et le centre d'entraînement K9 de Virginia Beach devint discrètement quelque chose de plus. Le nouveau programme portait l'empreinte d'Evelyn à chaque page. La formation des conducteurs incluait désormais la psychologie de meute, le leadership non dominant et la responsabilité éthique envers des partenaires prêts à mourir sans hésiter. La phrase « ce ne sont pas des outils, ce sont des coéquipiers » devint presque une devise officieuse. Mark Holloway acheva sa remise à niveau et retrouva ses fonctions avec une humilité que son ancien lui n'aurait jamais reconnue. Lauren Mitchell fut mutée, incapable de supporter le rappel quotidien de ses erreurs.
Ethan Brooks devint l'un des élèves les plus investis d'Evelyn, son esprit critique réorienté vers un perfectionnement réel. Tyler Grant s'excusa auprès de tous ceux qui l'avaient blessé et se mit à faire du bénévolat à la clinique vétérinaire du centre. Robert McAllister prit sa retraite avec les honneurs, confiant ses responsabilités à une génération formée par une légende qu'ils avaient failli ignorer. Echo resta. Pas officiellement, son statut était trop complexe pour les dossiers standards, mais comme une présence discrète, apparaissant lors des exercices, disparaissant entre deux débriefings. Sa relation avec Evelyn se reconstruisit lentement, une conversation à la fois, deux survivants apprenant à redevenir une famille après avoir cru l'autre perdu à jamais. Et les chiens, les 50 chiens militaires continuèrent d'adopter des comportements défiant toute explication classique. Axel suivait Evelyn comme un garde du corps personnel. Nova s'attacha à Echo avec la même dévotion. Les autres répartissèrent leur attention selon une logique interne que personne ne parvenait à anticiper ni à contrôler. Comme si, quelque part entre la génétique, la mémoire et la loyauté, la meute avait décidé que l'histoire n'était pas terminée. Ils étaient la meute, ils étaient l'héritage. La preuve vivante que certains liens dépassent la génétique, l'entraînement et les calculs froids des programmes militaires d'élevage. Le soir de sa 3e semaine, en tant que consultante officielle, Evelyn Carter se tenait seule dans Sector 1, observant le soleil disparaître à l'horizon au-dessus de la côte de Virginie. La journée avait été bonne. Les conducteurs adoptaient peu à peu de nouvelles méthodes. Les chiens dépassèrent leurs standards habituels. Et le programme tout entier commençait à se transformer en quelque chose de plus juste, de plus fidèle à ses origines. Son téléphone vibra dans la poche de sa veste. Numéro inconnu. Aucun identifiant. Aucune signature. Seulement 4 mots. La 8e étoile attend. Evelyn fixa l'écran, sentant son rythme cardiaque s'accélérer malgré des années d'entraînement censées lui garantir un contrôle absolu. 7 étoiles sur son tatouage, 6 conducteurs morts. Lucas Echo Kane avait survécu. Alors, qui était la 8e ? Ses doigts bougèrent à presque malgré elle. Elle tapa une réponse qu'elle n'aurait jamais imaginé envoyer. « Qui êtes-vous » La réponse arriva aussitôt. Tu le sais déjà, Kandahar n'était pas la fin. C'était le commencement. La suite bientôt, puis plus rien. Evelyn rangea lentement le téléphone et se tourna vers les chenils. Axel l'observait derrière le grillage, ses yeux sombres reflétant les dernières lueurs du jour. « Qu'est-ce que tu sais, toi » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui nous attend encore » Le chien gémit doucement et se pressa contre la barrière. Au loin, Echo sortit du bâtiment administratif. Sa silhouette lui était à la fois familière et étrangement nouvelle. Il leva la main pour la saluer, ignorant le message qu'elle venait de recevoir, ignorant que la mission qu'il pensait close ne faisait peut-être que commencer. Evelyn lui rendit son salut. Quoi qu'il arrive, quel que soit le secret encore tapi dans les ombres de leur passé commun. Elle ne ferait plus face seule. Elle avait Echo. Elle avait des conducteurs qui avaient appris à voir au-delà de leur certitude. Elle avait 50 chiens dont les ancêtres étaient morts pour la protéger, et dont les descendants feraient de même sans hésitation. Elle avait une famille. Et la famille, elle l'avait appris 8 ans plus tôt dans un complexe assiégé de Kandahar, valait tous les sacrifices. Le soleil disparut complètement. Les projecteurs du centre s'allumèrent un à un. Et quelque part, dans l'obscurité grandissante, une vérité attendait encore d'être révélée. Une vérité capable de tout bouleverser, encore une fois. Axel lança un long hurlement, grave et vibrant. 49 autres voix lui répondirent aussitôt, en parfaite harmonie. Ils savaient, ils avaient toujours su, et quand le moment viendrait, ils seraient prêts, ensemble. Cette histoire porte un message qui dépasse largement le cadre militaire. Evelyn Carter est entrée dans ce centre comme simple femme de ménage. Elle a subi les moqueries, l'humiliation, le mépris, et jamais, pas une seule fois, elle n'a exigé reconnaissance ou respect. Elle a laissé ses actes parler à la place des médailles. Première leçon, ne jugez jamais quelqu'un à son apparence ou à sa fonction. La personne qui nettoie vos sols a peut-être sacrifié plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Le collègue silencieux, au fond du bureau, porte peut-être des blessures invisibles. Chaque être humain a une histoire qui mérite d'être entendue, si l'on prend le temps d'écouter. Deuxième leçon,
Le véritable leadership ne consiste pas à punir. Evelyne aurait pu briser des carrières. Elle a choisi d'enseigner, de transformer la honte en croissance, les ennemis en élèves. C'est cela, la vraie force. Troisième leçon, la loyauté peut traverser le temps, la distance et même les générations. Ces 50 chiens ne l'ont pas reconnue par conditionnement, mais par mémoire, par héritage. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, elle se forge dans le feu et se préserve par l'amour. Si cette histoire vous a touché, portez-en le message. Regardez les autres autrement. Traitez chacun avec dignité, quel que soit son titre. Et souvenez-vous, la personne la plus silencieuse dans une pièce est parfois le plus grand guerrier que vous rencontrerez jamais.